Mais donc, merci déjà à vous d'être présent ce soir pour cette visioconférence très intéressante, organisée par le Parc naturel de la Vallée de la Terte, en collaboration avec la Vache Heureuse. Et ça, c'est dans le cadre donc, du projet Génération Terre, qui est un projet de réduction des produits phyto chez les agriculteurs. Mais la séance va se diviser en deux moments de parole de Conrad de 20-30 minutes, qui seront suivis pareil de 20-30 minutes de questions en fait. Donc, on aura le temps de vraiment échanger, discuter, poser les questions. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes un public très varié. Il y a des agriculteurs, des particuliers, il y a des scientifiques, des conseillers, des parcs naturels et autres. Donc, voilà, fourrageux, méchants. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être des débats intéressants. Et voilà, je laisse la parole à Conrad maintenant. Bonjour à tous, merci Maxime pour programmer cette visio. Et globalement, on avait identifié, disons, 4 points, mais qu'on a résumé en 2 temps forts, c'est-à-dire une partie, l'agroécologie, qu'est-ce que c'est un petit peu la vision et la définition de ce projet-là, et puis d'où vient l'agroécologie réellement. Et on pense qu'elle a une histoire de déjà 80 ans, voire plus, qui a été développée aux États-Unis. Et une deuxième partie sur laquelle on reviendra, mais qui concerne toutes les interrogations autour du glyphosate et de cette sortie de la chimie qu'il faudra de toute façon programmer en agriculture. Et aussi, quel est le lien finalement entre l'agroécologie et la sortie des pesticides qui pourrait être faite par l'ensemble des protagonistes du dossier agricole. Alors, moi je dis européen, français. Je pense que c'est un débat qui est mondialisé aujourd'hui, notamment à travers une thématique que vous allez retrouver partout. Si vous faites quelques clics sur Google ou d'autres moteurs de recherche, vous trouverez une thématique généralisée qu'on appelle l'agriculture régénérative. Et donc, l'agriculture qui se prépare, on sait qu'elle sera obligée de régénérer les sols, le climat, l'air, l'eau, la biodiversité, la production alimentaire. Et donc, à un moment donné, il va y avoir énormément de changements dans les pratiques agricoles. Et quand on analyse un certain nombre de phénomènes, on n'est pas tout à fait sûr que l'Europe ait pris la mesure des changements à venir. Donc pour ça, je vous ai préparé un petit diaporama qu'on va séquencer en 2 morceaux de façon à lancer le débat, parce que je pense qu'il y ait beaucoup de questions. Et l'idée principale de ce diaporama, c'est de se positionner dans une agriculture, on va dire à 2050. Je suis agriculteur et mon carbone est vert. Parce qu'on a commencé à comprendre que ce sont les plantes qui feront tout le travail que l'humanité a besoin de faire à partir de maintenant. Donc, les thématiques de cette première phase, on va essayer de définir l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est que la conservation des sols, qui est l'agriculture qui arrive? Elle a 80 ans d'innovation et d'histoire, mais une histoire qui est bien plus ancienne puisqu'elle repose sur des pratiques des Indiens d'Amérique qui ont plus de 7000 ans. Donc ça, c'est très intéressant à essayer de le comprendre. Et on va se rendre compte que le nouveau monde, il a quelque chose à nous apporter, nous, anciens monde européens. Alors globalement, pour comprendre un petit peu le dossier qui nous anime aujourd'hui, c'est que l'humanité, elle doit faire face à des défis colossaux et des défis dont on ne parle pas toujours de la même manière. Donc, 9 à 10 milliards d'êtres humains sur la planète d'ici quelques années, on est déjà quasiment 8. Et les gros défis qui se posent à la société, c'est que les besoins alimentaires vont être doublés, puisque l'ensemble de l'Afrique, de l'Asie et du monde entier veut manger comme les Européens, les Américains. Alors, ce n'est pas dit qu'on mange assez ou bien, etc., mais il y a une tendance à l'occidentalisation des pratiques alimentaires, donc une alimentation, si on suit cette tendance-là, qui doit doubler. Et un autre gros problème qui intéresse la société, mais dont on ne parle pas, c'est l'énergie, et les besoins énergétiques vont doubler.
Donc là, il y a un gros hiatus sur l'énergie parce que c'est un dossier qui n'est jamais abordé de cette manière-là. Et on se demande bien comment on va y arriver. Donc, on connaît bien le pétrole, on connaît bien le gaz, on connaît bien les énergies fossiles, on connaît bien leurs problèmes puisque ça, elles entraînent le changement climatique. Et quand on a du nucléaire, ben, c'est pas beaucoup mieux puisqu'on en connaît les graves problèmes aussi. Et donc aujourd'hui, le dossier énergétique, il est quasi passé sous silence dans la phase euh, de Covid, dans la phase de crise dans laquelle l'humanité est engagée. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant parce que les besoins sont énormes et on se demande comment on va les assumer. Alors, parallèlement à ces besoins, il y a autre chose de très particulier qui va arriver, c'est-à-dire qu'une diminution obligatoire va être euh, produite ou doit être produite, notamment la baisse des émissions de gaz à effet de serre. La France a un plan climat qui doit les diviser par 4, mais dans le monde entier, on doit baisser drastiquement les émissions. Les pollutions agricoles, pour ce qui nous concerne, il va falloir les supprimer. Et si jamais un agriculteur produit de l'alimentation et de l'énergie, par exemple du biogaz, il ne devra pas y avoir de concurrence entre les deux productions. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien assuré aujourd'hui non plus. Et puis le troisième poste qui est, lui, quasiment passé sous silence, il est relativement simple. Si après la guerre, en 1950, à 3 milliards d'êtres humains sur la planète, on avait un demi-hectare pour nourrir une personne, eh bien, en 2050, 100 ans après, avec 3 fois plus de gens, eh bien, il vous reste à peine 0,15 hectares de SAU par habitant, étant donné que la surface agricole n'augmente plus. Au contraire, tout ce que l'on prend dans la forêt, on le perd en érosion, en urbanisation, en désertification. Et donc, c'est un gros problème qui appelle finalement le bon sens. Et pour résoudre les problèmes, ben, l'agriculture, elle devra produire plus, partout dans le monde, mieux, fatalement, avec moins de ressources. Et finalement, on commence à comprendre que ça ne sera plus l'agriculture qu'on a pratiquée jusqu'à maintenant. Et on peut quasiment affirmer que toutes les technologies de la révolution verte ne seront pas suffisantes pour relever le défi. Donc, il faudra produire autrement. Et ce autrement-là, ben, il ne peut se faire qu'en relevant tous les défis qu'on a devant les yeux. Alors, on continue un petit peu ce débat-là, et puis on se rend compte que, voilà, en 2002, M. Jacques Chirac, président de la France, il disait notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et là, vous avez en 2019, vous avez regroupé sous une même diapositive tous les incendies ou les très gros incendies qui ont eu lieu sur la Terre, globalement. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a urgence. L'urgence climatique, c'est les plantes qui brûlent réellement. Et ça, c'est quelque chose de très particulier qui n'a pas été compris par nos décideurs politiques, mais sans doute par personne, ni les écologistes, ni les techniciens du climat, etc. Et de le regarder comme ça vous interpelle littéralement. Et on voit que sur le globe, il y a une zone qui est depuis très longtemps en très grande difficulté. C'est la grande zone ici, qui est celle du Sahara, du Moyen-Orient, et puis qui va jusqu'à l'Iran, le Proche-Orient, et qui va vers la Chine, le Tibet, et puis derrière, là, eh bien, on se rend compte qu'il y a une grande zone qui, elle, est déjà désertifiée depuis très longtemps, et puis que peut-être on devrait s'intéresser à ce qui se passe réellement autour des plantes. Alors, on regarde l'urgence de l'eau. Donc, ça, c'était l'urgence du climat. L'urgence de l'eau, ben, les sols se dégradent. Voilà, il y a de l'érosion quasi partout. C'est généralisé, mais on trouve ça quasi normal. Je n'ai pas eu de chance. Il y a eu un accident climatique. Il a trop plu. Sauf que les scientifiques du climat nous disent qu'il va pleuvoir de plus en plus et de plus en plus violemment. Donc, ces épisodes-là, ils vont être généralisés. Et ensuite, en bas, on vous a mis une photo prise de l'avion qui est l'embouchure de l'Adour à Bayonne. Et on voit que suite à de la pluviométrie sur le bassin Adour-Garonne, ben, ici, l'Adour, ben, elle arrive à Bayonne et puis voilà comment elle salit l'océan. Et donc, si l'eau dégrade les sols dégradent l'eau.
Et ça devient un vrai problème dans l'eutrophisation des baies, la conchyliculture, etc. Et aujourd'hui, la mer n'est quasiment plus apte à diluer les pollutions qui arrivent depuis les terres agricoles. Donc ça, c'est un autre gros problème qui est sans doute bien plus important que les nitrates et les pesticides. Et donc, ce débat-là, il n'est pas pris en compte par l'ensemble de la communauté, ou tout du moins, c'est pas dans le débat. Du coup, on s'était permis dans nos réseaux d'agriculture un petit peu innovantes, puisque moi je travaille sur des projets très particuliers comme le maraîchage sur sol vivant, vers de terre production, la vache heureuse, c'est de l'autonomie en protéines avec des sols vivants. Et je connais très bien la conservation des sols. On s'était permis dans nos réseaux de poser un petit peu une spirale de dégradation de l'environnement. Et systématiquement, sur la Terre, quand vous enlevez le modèle de la nature, c'est-à-dire la prairie ou la forêt, eh bien vous allez utiliser non pas la chimie pour détruire la prairie ou la forêt, mais d'abord des outils. En fait, la première chose qui détruit l'environnement, c'est un bulldozer ou une tronçonneuse, un bulldozer, les rippers du bulle. Il faut enlever les souches et les racines, et puis après, il faut niveler une charrue, une herse rotative, je sème. Et une fois que j'ai fini de semer, je dois mettre un intrant parce que rien ne pousse. Donc, et l'intrant, il fait pousser aussi les adventices. Et donc, les adventices, j'ai deux solutions pour m'en débarrasser. Un pesticide, donc je vais envoyer un désherbant, ou à nouveau un outil avec une bineuse. Et on pense que le dernier outil qu'on va mettre dans la phase de destruction de l'environnement, les pesticides sont le plus gros facteur de pollution en agriculture. Et on a oublié qu'avant, en fait, un écosystème, il se détruit d'abord avec des outils. Et finalement, quand on fait cette analyse critique et qu'on remet toutes les choses à leur place, on se dit, tiens, mais qu'est-ce qui est perdu pour que j'ai besoin d'intrants, alors qu'avant, ma forêt et ma prairie, elles poussent toutes seules. Et en fait, la première chose qu'on perd, c'est la biodiversité réellement, puisqu'on vient de détruire les habitats. On a enlevé la nourriture des habitants et on a passé tout le monde dans un turbomixeur. Et donc, cette perte de biodiversité, elle est fondamentale. Elle arrive là, en agriculture, immédiatement, et elle enclenche une spirale de dégradation du système qui est toujours la même. Perte de fertilité, perte de carbone et de matière organique, qui va finalement conduire à la compaction des sols. J'ai besoin de plus en plus de puissance. Cette compaction des sols, elle rend les sols imperméables. Donc, je vais avoir de l'érosion dès qu'il pleut, ce qui conduit à la perte de l'eau réellement pour l'agriculture. Et cette eau, ben, finalement, elle a érodé les sols et a entraîné la terre fertile dans l'océan. Et du coup, l'agriculteur, il va perdre sa production. Alors, momentanément, il va pomper dans une nappe pour essayer de se sauver la peau dans cette spirale de dégradation. On va lui interdire et irrémédiablement, il tombe dans le désert. Et nous, on appelle ça le réchauffement climatique. Ouais, sauf que on pourrait se poser la question, est-ce que le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose qui détruit les végétaux avant tout? Et donc, cette spirale de dégradation, vous la mettez en place n'importe où vous allez attaquer un écosystème naturel. Donc, l'idée, c'était, on s'en moque un peu de la situation. On sait que dès qu'on a détruit l'écosystème, on arrivera quelque part, tôt ou tard, dans le désert. Et donc, si vous voulez supprimer la désertification en agriculture, il faut vous poser la question du modèle naturel et est-ce que je peux copier en agriculture le modèle de la nature? Donc ça, c'est une vraie question qui tourne dans nos agricultures innovantes. Et on s'est dit, mais si le modèle, c'est la nature, comment est-ce que ça pourrait marcher? Donc on va se poser des questions. Et une question qui est encore plus importante, c'est le défi des modèles de nutrition qui vont se poser à la société. Tout le monde pense que les circuits courts, c'est moderne, etc., que ça fait bien, que c'est pas mal, etc. Mais c'est sans doute un problème de riches, ce truc-là. Euh, En fait, le problème qu'on n'a pas vu arriver, c'est celui de la ville. Une ville, c'est 50 millions d'habitants, c'est Tokyo et sa zone. Mais c'est 30 millions d'habitants à tous les coups. Si je regarde New York, Los Angeles, Mexico, Lagos, voilà, Paris, c'est une toute petite ville.
mais si je regarde la zone, une des zones les plus peuplées du monde, c'est le Benelux, on va dire depuis Paris jusqu'à quasi tout le Benelux au Danemark, mais c'est une zone densément peuplée. Et donc là-dedans, il y a de l'agriculture mélangée à la ville et finalement, la campagne est réduite à de la misère, quelque part, sous la pression urbaine. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que la performance productive de l'agriculture de la Révolution verte, elle a permis la naissance de ces très grandes villes et que la peur des grandes villes, elle est d'un ordre environnemental, et puis ça se comprend très bien, et puis elle est d'un ordre alimentaire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, la sécurité alimentaire des villes, elle vient du circuit long de l'agriculture et de l'agro-industrie. Et donc, ça, c'est un vrai défi politique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut revenir à des circuits courts comme quand tout le monde était rural? C'est probablement pas possible hein, de la façon dont ça a été construit. Et donc, il va falloir améliorer l'acte de production agricole qui est ici. Et cet acte de production, ben, c'est la baisse des GES, c'est l'installation et la reprise des fermes, c'est la rentabilité de l'agriculture, c'est participer à nourrir les habitants de la planète, c'est capturer du carbone dans le sol, c'est produire de l'énergie renouvelable, produire la biodiversité et l'environnement, produire du bien-être animal, baisser l'utilisation ou la suppression carrément des énergies fossiles et produire une alimentation de qualité. Et ça, que l'on soit petit en circuit court ou en circuit long, ça devrait être réussi. Et donc, il y a un défi énorme vis-à-vis de la ville qui se pose et qui est peut-être pas très bien posé dans ce que l'on entend aujourd'hui. Et moi, j'ai un petit peu l'inquiétude que le circuit court ne sera pas capable d'approvisionner correctement en routine la ville. Et si on y arrive, ça va être un projet d'agriculture qui sera long, qui mettra au moins 30 ans à corriger les défauts de ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué à appréhender. Donc ce n'est pas une mode, c'est bien une politique agricole qui sera mise en place pour que ça existe. Et puis, on s'est doté d'un modèle. La nature, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la nature, c'est un cycle de production de matière organique qui est lié à la photosynthèse. Donc le végétal, il va récupérer du CO2 qui est rare dans l'air. Il faut quand même comprendre que le principal responsable des gaz à effet de serre, le CO2, est un gaz rare pour les plantes. Et les plantes, depuis la nuit des temps, elles vont cycler cette matière organique et cycler le gaz. Donc, elles vont récupérer le gaz, fabriquer de la matière, et dès que cette matière est fabriquée, elle va être utilisable par la société, par les animaux, par l'activité biologique du sol, c'est-à-dire par des mangeurs de plantes et des utilisateurs de plantes. Et finalement, la plante a des déchets et les utilisateurs et les mangeurs de plantes aussi. Et c'est le sol qui apparaît comme être disons, le sol, c'est l'unité de recyclage de la nature. Et parce que vous recyclez tout, vous ne manquez jamais de rien. Voilà. Donc, c'est produire, utiliser, recycler. Parce que je sais recycler tout, je ne manque jamais de rien. Et ce que je ne dois jamais manquer, c'est le CO2. Et donc, on continue un petit peu les réflexions autour de ce modèle-là de durabilité. Et on s'est rendu compte que dans les entrailles du GIEC, parce qu'on peut parler comme ça aujourd'hui, le GIEC a produit tellement de données et de documents que les documents fondamentaux, ils sont quasi perdus. Ils sont enfouis dans une masse énorme de données. Et donc, on s'est permis de ressortir la courbe de concentration en CO2, ici en bleu, depuis 500 millions d'années. Et ce qui nous intéresse, c'est le zéro, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à 0,4% et des brouettes. Hein, voilà. Et en fait, on se rend compte que sur la Terre, nous avons eu déjà 22 fois plus de CO2 dans l'air qu'aujourd'hui, il y a à peu près 500 millions d'années. Voilà. Et donc, que s'est-il passé sur la Terre? Eh bien, on se rend compte que les plantes, eh bien, elles vont baisser le niveau de CO2 énormément jusqu'à l'époque, allez, une époque lointaine, il y a 300 millions d'années, où cette durée-là est avec un niveau de CO2 quasi identique à celui d'aujourd'hui. Donc, on pourrait appeler peut-être ce niveau-là stable l'âge d'or des plantes, tout simplement.
Et ensuite, quelques couacs climatiques, et puis peut-être quelques comètes, et puis quelques problèmes avec les dinosaures, etc. Mais on se rend compte que les plantes vont avoir une seule obsession, c'est de faire baisser le taux de CO2 dans l'air pour revenir finalement à cette étape clé qu'elles avaient, qui est sans doute un aboutissement du cycle de la photosynthèse il y a 300 millions d'années. Alors, ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est de comprendre que ce sont les plantes qui gèrent le niveau de CO2 de la planète. Et donc, quand je dis les plantes, c'est tout ce qui fait de la photosynthèse. Le phytoplancton fait partie de la solution. Donc, cette photosynthèse, elle a un rôle primordial. Et la question, c'est comment on fait les plantes pour finalement survivre à une décroissance très, très, très rapide du CO2. Ça a duré à peine 150 millions d'années, cette affaire-là. Et donc, la plante, elle va être confrontée à deux phases. La première, elle colonise la globe à nouveau, parce que c'est sa 5, 6 ou septième tentative. Il faudrait un petit peu se pencher sur l'histoire des plantes, quelque part. Mais avant cette étape, aujourd'hui, il y a une très grosse extinction des plantes et des espèces sur la Terre il y a 650 millions d'années. Les spécialistes pensent que les plantes ont brûlé. Hein. C'est une hypothèse forte. Et le fait que les plantes ont brûlé, eh bien, en fait, elles ont mis énormément de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, elles vont recommencer à recoloniser le sol et la terre. Et quand elles recolonisent le sol, il y a une croissance énorme de l'utilisation du CO2. Voilà. Et puis, parallèlement, au fur et à mesure qu'elles sont performantes dans l'utilisation du CO2, on va voir apparaître une baisse énorme de la ressource. Et donc, croissance et décroissance sont au rendez-vous il y a 400 millions d'années. Alors ça nous rappelle quelque chose qui est très, très, très actuel dans notre société moderne. Tout le monde pense que c'est dans la croissance qu'on sortira de la crise. Et puis d'autres acteurs de la société pensent que c'est dans la décroissance qu'on s'en sortira. Or, les plantes, elles nous disent que ça ne marche pas, que sans CO2, elles ne peuvent pas survivre. Donc, elles vont inventer autre chose que des projections linéaires. Elles vont inventer le recyclage du CO2. Parce qu'il est rare, donc on va le cycler. Et parce que je le recycle, je n'en manque jamais. Et ça, c'est une idée de génie que vont avoir les plantes. Et les plantes, elles vont faire ça dans des milieux très particuliers. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez beaucoup de CO2 dans l'air, le milieu est acide. Donc, les pH sont à 4. Les plantes qui poussent tombent par terre et meurent, mais ne se biodégradent pas. Et donc, ça va faire le carbonifère. Vous allez accumuler des couches et des couches de matière organique qui vont se transformer en pierre avec le temps. Comme cette matière organique ne se dégrade pas, eh bien vous avez une baisse du niveau de CO2 dans l'air. Donc, il y en a encore beaucoup, 10 fois plus qu'aujourd'hui, donc c'est quand même pas mal. Sauf qu'à ce niveau-là, les plantes elles sont en difficulté parce qu'elles pressentent que la fin de la photosynthèse est proche. Alors, on voit bien que les plantes se sont adaptées à pas de ressources. Et là, il se produit dans la phase bleue une diversification des plantes qui va finalement être aussi corrélée à une baisse de l'acidité. C'est-à-dire, moins vous avez de CO2 dans l'atmosphère, moins le milieu sera acide. Et comme le milieu est de moins en moins acide, les pH montent, donc la matière organique va devenir biodégradable. C'est le sol qui va s'en charger. On sait que les premières mycorhizes sont nées dans la phase 1. Les vers de terre auraient 500 millions d'années de coévolution avec les plantes. Donc, les plantes et les mycorhizes évoluent depuis très, très longtemps ensemble et elles ont réussi le miracle, toutes ces plantes-là, à se diversifier, à s'adapter à des pH plus élevés et à cycler la matière organique rare en la recyclant grâce au sol vivant. Et donc, tout d'un coup, il va naître le développement durable. Et le développement durable, ce n'est pas une projection linéaire, ce n'est pas la croissance, ce n'est pas la décroissance, c'est un cycle de durabilité. Et ce cycle de durabilité, en fait, il est compris dans ce modèle-là. Et il faudra que toute la société apprenne des plantes si elle veut se sortir du piège dans lequel elle est là-dedans aujourd'hui. Alors,
que nous disent les plantes? Eh bien, ils nous disent des choses extraordinaires. Le CO2 rare, il est recyclé tout le temps par le système biologique. Mais ils nous disent aussi qu'économiquement, il n'y a pas d'argent qui est échangé là-dedans. On échange du gaz, qui est sans doute la meilleure unité de partage sur le globe. Et puis, autre chose qui est compris dans ce modèle, c'est une chose assez extraordinaire, parce que c'est rare, c'est gratuit, et vous créez toute la vie sur Terre, c'est-à-dire il y a pléthore de ressources, malgré qu'elles soient rares dans l'atmosphère. Donc, en fait, tous nos standards économiques, sociaux, intellectuels, culturels, etc., sont faux si on regarde ce modèle-là. Et c'est sans doute le seul qu'on a pour se sauver la peau aujourd'hui dans le monde un petit peu complexe dans lequel on évolue. Alors, on continue un petit peu à analyser ces modèles-là et puis on se rend compte que la nature, quand on va essayer de la copier, il faut la regarder comme un écosystème qui va vers une stabilité que, à une époque, on a appelé le climax, niveau d'équilibre, alors qui n'existe pas vraiment, mais bon, faute de mieux, ça ne marche pas très bien dans les explications tout azimut, hein, dans la vulgarisation. Et on se rend compte que les plantes, elles vont avoir plusieurs phases. Sur un sol nu, elles vont le coloniser avec des plantes pionnières, puis elles vont complexifier un écosystème. Il va apparaître des arbres pionniers et à la fin, systématiquement, on a une forêt qui est plus ou moins en équilibre. Et finalement, la question, c'est, ça pousse tout seul, alors que dans un champ agricole, ça pousse jamais. Donc, on était un petit peu dans ces paradoxes-là. Et on s'est rendu compte qu'il y a des règles dans la nature qui finalement ne sont jamais appliquées en agriculture. Dans la nature, le sol, il est toujours couvert et jamais travaillé. En agriculture, c'est toujours travaillé et jamais couvert. Alors, je caricature à peine, hein. Et autre débat assez particulier, un arbre ou une forêt, c'est la plus grosse production de biomasse avec zéro intrant. Mais ça, je suis incapable de le faire en agriculture. Donc la question, c'est comment ça fonctionne, ce truc-là. Et cette forte production de biomasse, on a appelé ça le rendement carboné, doit revenir dans nos parcelles si je veux copier la nature pour faire de l'agriculture. Donc, c'est la productivité maximale de biomasse de plantes tout au long de l'année, 365 jours, 24 heures sur 24. C'est de la biodiversité partout à tous les étages, sur le sol, dans les plantes, sous le sol, voilà, et tout doit être recyclé. Donc, ce sont les gros standards de l'agriculture qui se préparent pour copier la nature. Alors, on avance avec ça et puis on se rend compte qu'il y a des secrets partout quand on observe la nature, tout simplement. Le premier secret, c'est l'eau. Pas de plantes, pas d'eau. Nous avons peur de mourir de soif, que le réchauffement climatique nous supprime l'eau, voilà, que finalement on finisse dans un désert. Et puis un paradoxe, j'enlève les plantes, j'ai plus d'eau, je remets des plantes, l'eau revient. Il y a plein d'expériences qui ont été conduites en Europe, en Amérique, etc. là-dessus. Revégétaliser les sols, c'est faire pleuvoir et personne ne s'intéresse à comprendre comment cela fonctionne. Alors c'est assez bluffant. Et c'est quelque chose qui est quasi méconnu dans le brouhaha généralisé de l'écologie. Et ça, c'est assez surprenant parce que tout le monde pense que l'eau vient de la mer, qu'elle est évaporée, puis ensuite qu'elle tombe sous forme de pluie, qu'il faut des montagnes et des déclinaisons pour faire des précipitations. Mais en fait, c'est archi faux. C'est la plante qui, au-delà de la côte de la frange marine, euh, récupère l'eau et par évapotranspiration la diffuse de proche en proche aux autres plantes. Et en fait, c'est les plantes qui transportent l'eau à travers les territoires. Et ça, c'est assez bluffant parce que c'est évident, mais c'est un fait méconnu. Et quand on regarde le globe, finalement, de la première diapositive ici, hein, celle-là, ou de la deuxième, en fait, que se passe-t-il? On se rend compte que nous sommes dans une espèce de folie furieuse où nous luttons contre les plantes, nous détruisons les plantes, alors que c'est elles qui sont les principales responsables de la climatisation de la planète. Et donc, on est dans une espèce de schizophrénie, dans une espèce de folie furieuse où nous n'avons toujours pas compris, aussi intelligents soyons-nous au XXIe siècle, que ce sont les plantes les principales actrices du climat. Et donc,
partout où l'on peut, l'homme détruit les plantes, c'est-à-dire on déforeste à fond, on urbanise à fond, d'accord? Et quand on fait de l'agriculture, on fait principalement de l'agriculture avec des sols nus. Et les sols nus, c'est pas très compliqué, c'est un blé misérable tout l'hiver, ben c'est quasi un sol nu qui n'est pas capable de résister à un aléa climatique. Et on a commencé à analyser ça, une monoculture de maïs. Eh bien, 6 mois par an, il n'y a rien qui pousse. Et on peut faire le tour de la planète avec ce genre de... moi, j'appelle ça aujourd'hui une débilité profonde, d'une incompréhension crasse du fonctionnement des plantes. Et on commence à piger que pour sauver le climat de la planète, il va falloir climatiser avec des plantes. Et ça, c'est fondamental à le comprendre puisque c'est quasi ce que nous disent les courbes du GIEC, c'est ce que nous disent les modèles, c'est ce que nous disent les travaux de recherche sur le climat, c'est ce que nous dit la litière. Et la litière, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui va se comporter comme un papier buvard qui absorbe de l'eau et la diffuse lentement à travers le sol. Donc plus vous avez de litière, plus vous pouvez absorber et diffuser de l'eau. Donc la couverture des sols va être une invention formidable à la rescousse de l'agriculture. Donc voilà un petit peu à quoi ça devrait ressembler. Ici, vous avez un champ de maïs. Et dans ce champ de maïs, il va arriver de la biologie. Et donc, on voit arriver un turicule ici au-dessus des feuilles, parce que la nature, elle est un petit peu bizarre, c'est-à-dire, elle n'enfouit pas sa matière organique, elle la mange et elle remet la terre fertile toujours par-dessus. Alors, on a commencé à planter des arbres, on a commencé à faire plein de choses avec les plantes, et l'idée, c'était d'améliorer l'état du sol, et donc, d'où la définition qui est venue petit à petit de l'agroécologie. Alors, comment on pourrait définir cette agroécologie? On va la définir en deux termes. Le terme agro, qui vient du grec ancien, c'est aguerre, agro, le champ, hein. Et en fait, de façon étymologique, il concerne l'agriculture. Ou plutôt, nous, on va dire, il concerne le champ, c'est-à-dire la terre, ou encore mieux, le sol agricole. Donc, agro égale le sol agricole sur lequel je vais intervenir en tant qu'agriculteur. Et l'écologie, ben, du grec oikos, ça veut dire maison, et logos, science. C'est-à-dire, c'est la science qui étudie la maison. C'est-à-dire, c'est la science qui étudie là où les maisons et les conditions d'existence des êtres vivants dans ces maisons et les rapports qui s'établissent entre eux et leur environnement. C'est-à-dire l'agronomie, tout simplement. Et donc, le mot agroécologie, il est assez génial parce qu'il va faire une alliance entre le sol agricole, qui est véritablement une maison, et cette maison, elle est habitée par tout un tas d'individus, c'est-à-dire la biologie du sol, la biodiversité du sol, qui est l'entité de recyclage. Et donc, ça va nous amener à tout un tas d'actions où finalement l'homme, qui fait partie de l'écosystème, doit trouver sa place dans le sol agricole ou dans cette agroécologie, c'est-à-dire il va gérer du sol agricole et en même temps une maison riche en êtres vivants pour la faire fonctionner. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît évident aujourd'hui en tant qu'acteurs innovants de l'agriculture. Alors ça va nous donner ce type d'image, c'est-à-dire ça avait été dessiné par les Américains. Là, on a récupéré ça chez eux. On comprend très vite que le sol est une maison qui est construite par la biologie qui l'habite. En fait, c'est les habitants qui construisent la maison. Et donc, à un moment donné, on va avoir tout un tas de problèmes dans la gestion de cette maison. Et on a appelé ça finalement le sol vivant. Et puis, ce sol vivant, on peut se poser plein de questions parce qu'ici, on vous a ressorti des images de grosses tempêtes de vent de sable qui font 2000 km de large. Voilà. Donc ça, c'est en Chine, c'est dans les années 2000. 2001 réellement. Et cette photo là, elle est assez spectaculaire parce que bon, on comprend que c'est pas facile de faire de l'agriculture en Chine. Mais voilà un petit peu les spectacles, un petit peu d'apocalypse que vous avez en plein jour dans ces tempêtes de sable. Et nous, on sait aujourd'hui que suite à la catastrophe, disons, sociétale qui s'est produite
dans le Moyen-Orient, certaines projections du réchauffement climatique nous donnent 300 jours de tempête de sable dans le Moyen-Orient, en Syrie et dans tout ce secteur-là. Autant dire que ça deviendra inhabitable si on ne fait rien. Donc voilà la Chine, bon, c'est pas très vieux, il y a 20 ans, et puis on pourrait regarder que ça pourrait durer encore et toujours, mais c'est une très très vieille histoire sur la Terre qui a démarré à un moment très très particulier. C'est dans les années 30, il y a eu la première très grande crise climatique aux États-Unis qui est liée à l'agriculture et on a appelé ça le Dust Bowl dans le sens boule de poussière que vous avez ici en bas sur la photo. Et donc, cette boule de poussière, cette grosse catastrophe écologique, c'est la première catastrophe écologique de l'agriculture mécanisée moderne. Et cette agriculture mécanisée moderne, c'est une agriculture de colons européens qui vont labourer la plaine des bisons pour produire du blé. Et donc, tout le monde, tous les agronomes et tous les techniciens qui ont analysé ce phénomène-là, qui va durer plus de 20 ans, eh bien, ils vont dénoncer la folie des laboureurs. Hein. Et ce traumatisme-là, c'est un électrochoc aux États-Unis qui est complètement incompris en Europe, parce que l'Europe a échappé jusqu'à présent à ce genre de drame, mais qui est en train d'arriver petit à petit partout. Donc aujourd'hui, on doit apprendre de ce qui s'est passé à ce moment-là et que ce drame américain, en fait, il a désertifié dans le Middle West une zone grande comme la France, la Belgique et le Benelux, tout réuni. Donc ça a été un traumatisme majeur qui a produit en fait une réflexion nouvelle autour de l'agriculture, étant donné qu'à ce moment-là, le travail du sol a été identifié comme le grand responsable de ce drame écologique. Et puis, ce qu'il faut comprendre encore une deuxième fois, c'est qu'en 1930, il n'y a pas de chimie en agriculture. Donc, cette grande catastrophe écologique, elle est provoquée par de l'agriculture biologique, comme on l'appelle aujourd'hui. Et là, on est très inquiet quand on voit se développer des politiques en faveur de l'agriculture biologique en Europe, parce qu'elle se développe avec le travail du sol. Et ça, c'est une erreur fondamentale, parce que les mêmes causes donnant les mêmes effets, on aura sans doute une dégradation accélérée de l'environnement avec de l'agriculture biologique. Alors le débat, il est autour des outils finalement, parce que c'est là que ça s'est cristallisé. Alors que vont faire les Américains? Ben, à ce moment-là, ils vont aller voir les Amérindiens. Et donc, ce qu'il faut comprendre de ce débat-là autour de l'agriculture, c'est quelque chose de très particulier. Les colons européens, ce sont des colons qui viennent de l'ancien monde où le croissant fertile est mis comme l'alpha et l'oméga de l'agriculture. C'est-à-dire, nous sommes les meilleurs du monde, nous avons colonisé, nous avons inventé l'agriculture, mis au point l'agriculture, domestiqué les animaux, sélectionné du blé, des céréales et autre chose. Et nous avons finalement développé l'agriculture avec la grande révolution du néolithique. Donc tout le monde se gargarise de ça, on est issu de cette culture-là. Et force est de constater que dans l'ancien monde, le croissant fertile, c'est plutôt le désert aujourd'hui. Et que ce désert, il a été produit avec des technologies très particulières qu'on voit ici, une houe, une binette ou une arère. Voilà. Et puis plutôt des monocultures comme le blé. Déjà à l'époque, le chaulage et la fumure organique étaient de mise. Et donc, et pour essayer d'éviter la désertification trop rapide, on a irrigué, mais manque de bol, ça ne fonctionne pas très bien. Et donc, on peut dire que l'ancien monde, c'est un monde qui est à la dérive agronomique de façon majeure, puisqu'il utilise toutes les techniques qui détruisent l'écosystème, le travail du sol, voilà, la monoculture de céréales, la fumure organique qui sert strictement à rien dans ces cas-là, et puis le chaulage et l'irrigation. Et là, on est très inquiet quand on regarde ça. Alors, c'est une grosse caricature de 7000 ans et on va sauter 7000 ans de l'autre côté dans le Nouveau Monde, celui des Amériques. Et dans les Amériques, il y a des choses très particulières, c'est-à-dire que du nord au sud quasi, on va retrouver les mêmes plantes, c'est-à-dire du maïs, des pommes de terre, des tomates, et puis plein d'autres plantes, des couches de haricots, etc. Et finalement,
la technologie majeure de travail du sol, c'est le bâton fouisseur. C'est-à-dire on fait un trou et on sème allez, 3 sœurs, 3 graines, du maïs, des haricots et des courges. Ça s'appelle la milpa. Et ce sont les plantes les plus productives du monde. Et on se rend compte que les Américains, en fait, les Amérindiens, n'ont jamais travaillé le sol, ou très très peu, et qu'ils ont passé plutôt du temps à sélectionner les plantes, puisque finalement, ils ont les plantes les plus productives du monde, la courge, les haricots, voilà, ou les courges, les haricots, puis le maïs, les tomates et les patates. Et les pommes de terre et les tomates, ce sont des solanacées, c'est-à-dire des plantes toxiques au départ. Donc, miracle de miracle, ces agriculteurs-là ou ces agronomes-là, eh bien, ils ont sélectionné comestibles des plantes toxiques. Donc, un très gros savoir-faire sur la sélection des plantes sans travail du sol. Et c'est radicalement deux agricultures très différentes. Alors, le bilan de ça, c'est pas très brillant, mais en fait, on voit bien que on pourrait commencer à poser des hypothèses, c'est-à-dire que certains de nos agronomes et de nos agriculteurs avaient tout compris. Ça pousse tout seul dans une forêt, dans une milpa, dans un bocage de pré-verger, etc., ou dans la prairie, mais ça ne pousse jamais tout seul quand on travaille le sol. Ça nous donne des réussites extraordinaires. Voilà, tout le monde se perd en conjecture. Il y a une terra preta, par exemple, dans la forêt amazonienne. C'est une terre noire qui est d'une facture humaine. C'est fertile. Voilà, ici, vous avez en fait, une terre paysanne fabriquée par des agronomes et des paysans. Et à côté, la défriche de la forêt qui est une terre lessivée. Donc, ça ne fonctionne pas pareil. Et ces terra preta sont assez extraordinaires. Quand on les met en culture ici à droite, eh bien, le maïs il pousse comme s'il avait été fertilisé avec la chimie verte. Et de l'autre côté, sur le témoin de la forêt, où on a enlevé la forêt, où on a détruit l'écosystème, plus rien ne pousse. Et donc ça, c'est quelque chose de très particulier. Ici, on a eu des agriculteurs qui ont été capables de construire une terre noire et fertile où rien ne se lessive malgré qu'il tombe 3 mètres d'eau. Alors la construction est relativement simple, on pourrait faire une hypothèse, c'est du charbon de bois, voilà. Et puis ce charbon de bois, il a été accumulé, il y a du bois partout, donc du coup c'est un matériau microporeux, tensioactif, il retient tout, y compris de l'air. Et là-dedans, on a imbibé ce bois de pétrole, tout simplement, parce que le pétrole, ça va être le carbone biodégradable avec les bactéries qui respirent l'air qui est emprisonné dans la porosité. Et quand ces bactéries respirent et qu'elles mangent du carbone, eh bien, elles vont commencer à produire de l'azote parce que l'air, c'est 78% d'azote. Et là, hop, vous mettez une plante là-dedans, la biologie et la microbiologie sont mis en place et ça pousse tout seul. Et c'est assez bluffant quand on reproduit ces expériences-là. On ne sait pas très bien faire leur terra preta, mais en fait, ce sont des couches qui, allez, dans la forêt amazonienne, quand vous regardez ici la petite photo d'un terrassement, ça peut faire 5-6 mètres d'épaisseur. Ça veut dire que les plus vieilles ont 7000 ans et que chaque génération a fait sa couche de terra preta. Donc, on devine bien que 7000 ans après, quand on voit cette photo ici à droite, on la recultive, eh ben ça ne peut que pousser vu l'ingéniosité de ces gars-là. Et donc, on se rend compte qu'on va avoir une invention, donc ça c'est Amérique du Nord principalement, la milpa, c'est du maïs grain, c'est des haricots, c'est des courges, c'est un modèle génial sur lequel on va sans doute reconstruire toute l'agriculture européenne. Qu'est-ce que c'est qu'un maïs? C'est une graminée, c'est de l'amidon, c'est de la paille, c'est une plante géante avec un très gros rendement de paille et de grains. Le haricot, une légumineuse complémentaire de la graminée qui produit des protéines, également une plante géante, mais grimpante ce coup-ci. Et la courge, c'est un fruit, c'est du sucre, et c'est aussi une plante géante qui va couvrir le sol, qui va aider au désherbage et qui produit énormément de fruits. Donc globalement, dans l'alimentation des Amérindiens, on va avoir l'amidon, la légumineuse et le fruit dans une culture mélangée qui est propre et qui est sélectionnée pour de la productivité élevée avec des plantes géantes. Donc là, on commence à piger que notre agriculture européenne avec des plantes naines, etc., ça pourrait ne pas le faire. Et donc, on est dans une espèce de schizophrénie entre l'ancien monde qui détruit tout,
et le Nouveau Monde qui a des réussites très élevées avec la terra preta, les plantes sélectionnées, le bâton fouisseur, c'est-à-dire ils n'ont jamais travaillé la terre pour cultiver. Et nous, on a sans doute quelque chose à apprendre de l'agronomie du Nouveau Monde. Voilà. Et donc, ce qu'on a à apprendre, et je vais en finir là avant les questions pour la première partie, c'est que ce qui est arrivé aux colons américains des années 30 avec leur Dust Bowl, c'est qu'il s'est imposé une nécessité vitale, celle de couvrir le sol toute l'année. Et ce sont les Amérindiens, donc, qui étaient parqués dans les réserves, qui ont appris aux colons européens qu'il fallait semer sans travailler le sol, en laissant le sol couvert toute l'année. Et pour réussir ça, il faut avoir des plantes sélectionnées adaptées à la biologie de l'écosystème. Et donc en 1930, c'est impossible. Et ça va devenir possible en 1950 grâce à une innovation majeure qui va nous venir des armes de, qui va nous, oui, ça nous vient des armes de guerre, c'est-à-dire en 1944 arrive le premier désherbant qui est les hormones, le 2,4-D, en 58 l'atrazine, donc qui tue tout sauf le maïs. En 1960, le paraquat et le diquat, donc ça c'est le gramoxone pour nous, hein, défoliant total, c'est l'agent orange, c'est de la dioxine réellement. Et en 1974 va arriver le glyphosate pour finalement essayer de relever ce très gros défi de semer sans jamais travailler le sol. Et donc, on en est à la fin de la première phase un petit peu de notre discussion. Et puis, du coup, j'ouvre toute cette réflexion très particulière autour des plantes, de l'agroécologie et puis de cette nécessité de copier la nature à votre questionnement. Merci beaucoup. Donc voilà, on va passer aux questions. Je vais déjà un peu remonter donc les bulles de discussion. On a une première question de Arnaud Farinel. Euh, donc, le modèle naturel en Europe est la forêt. Est-ce que le besoin de ne pas impacter ce modèle naturel signifie que l'on doit arrêter l'agriculture et l'élevage herbivore en Europe? Donc, je ne sais pas si Arnaud, tu veux prendre la parole et voilà, préciser ta question ou discuter directement. Voilà, bonsoir. Du coup, bah, non, enfin, la question était là, je ne sais pas s'il faut la préciser. Enfin, voilà, on a parlé du coup du modèle naturel, donc de fait, au niveau, enfin, avec le climat européen, le climax, comme on disait, même si la notion peut être discutable, c'est la forêt. Et donc, du coup, il n'y a pas de culture. C'était c'était donc ça ma question. Où est-ce qu'on place les herbivores? En fait, la prairie n'est pas un modèle naturel, à part dans quelques rares endroits du monde, quelques steppes. C'est vrai que dans le Midwest américain, si on prend au niveau de la Mongolie, du nord de la Chine, on peut retrouver une prairie à l'état naturel, mais la prairie n'est pas naturelle, en fait. C'est typiquement lié à l'action humaine et à l'agriculture. Attends, Conrad, ton micro est désactivé. Voilà, oui, donc c'est une vraie question. C'est-à-dire que si on se place dans notre écosystème, notre modèle, il est forestier réellement. Et donc, on ne peut pas faire de l'agriculture si on rentre dans cet absolu-là. Donc, l'idée, c'est de copier le fonctionnement de la forêt pour faire de l'agriculture. En fait, c'est ça l'idée. Et à un moment donné, on se dit, mais que réussissent les plantes dans ce modèle forestier que nous ne réussissons pas, nous, agriculteurs? Donc, on va la décrire, cette forêt. Elle est toujours couverte, jamais travaillée. Le sol doit digérer et fonctionner au bois et aux feuilles mortes. C'est ça qui fait pousser les plantes réellement. Alors que finalement, dans mon agriculture, je n'ai jamais de bois. Le bois est un intrus. La plante, quasi aussi. Hein, c'est les intrants, c'est de l'azote et de l'ammonitrate et tout ce que tu veux. Et donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous a échappé complètement de ce modèle forestier qu'on n'arrive pas à copier. Et on le copie très très mal, d'autant plus que notre culture, ce sont les moines laboureurs. Ils ont défriché, ils ont mis en culture la forêt, et à un moment donné, cette terre fertile, ils l'ont perdue, puisqu'il y a eu le haut, il y a eu la première partie du Moyen Âge, qui est plutôt une phase de développement sur la fertilité de la forêt, et la suite de l'histoire européenne, la deuxième partie du Moyen Âge, qui est plutôt une crise qui va vers la famine, les guerres civiles, les guerres de religion, et finalement la Révolution française, ce sera la phase où on stoppe un petit peu tout ce genre de dégradation du système.
Et donc, copier la forêt, c'est un vrai défi. Et donc, on le fait avec les principes de la forêt sans les arbres. Et quand on regarde les arbres, on se dit, mais ils ont quand même une place de choix chez nous en Europe. Et la place de choix, c'est le bocage. Et quand on enquête autour du bocage, on se rend compte que le bocage, il a été réintroduit ou introduit euh, autour de la phase du 17e 18e, où il s'est vraiment développé. C'est une construction artificielle des agriculteurs et des agronomes, et que le bocage, il va accompagner toute la croissance à nouveau de l'Europe vers l'industrialisation, etc. Et donc les arbres sont revenus pour pallier un problème de fertilité globale des systèmes, d'un problème de sécheresse généralisée. J'enquête actuellement dans les diocèses autour du climat qui a précédé la Révolution française. On se rend compte que partout, en France, il y avait la famine, il n'y avait pas assez d'arbres, on les coupait tous. Globalement, il y avait des massifs forestiers, mais globalement pas assez, et que les techniques agraires des moines laboureurs étaient arrivées au bout du rouleau. Et donc, la France était en sécheresse, principalement, puisque les pluviométries avant la Révolution française, c'est dans le nord de la France, vous aviez des climats méditerranéens, voire tunisiens et marocains. 450 mm par an, c'est très très peu. Et donc, on voit bien qu'il y a un problème autour des plantes qui existe et que pour comprendre ça, il faudrait faire l'histoire des plantes, l'histoire des pratiques agricoles contre les plantes. Donc, nous, on va essayer de refaire une alliance avec les plantes, donc les arbres à leur place et l'agriculture de l'autre côté. Tant qu'on y est, Arnaud, tu avais d'autres remarques et questions, si tu veux enchaîner, ou tu préfères que je les lise, ou... Je peux essayer de les reprendre. Enfin, Ouais. soit dit en passant, sur le bocage, c'est quand même assez bien limité un peu au nord de la France, une partie un peu du Benelux. Je veux dire, enfin, la majorité de l'Europe n'a pas connu de bocage, à ma connaissance. Oh ben, le sud de l'Allemagne était bien couvert de bocage. Toute l'Ukraine, c'était un bocage. Le sud de la France, où je suis né, sud-ouest, c'était un bocage aussi. Donc, non, le bocage a été. Alors, il n'a pas été forcément comme chez les Bretons, la forêt linéaire, etc. Mais la présence arbre-agriculture, elle a été réintroduite dans l'agriculture française, disons, française et européenne, dans cette phase-là, on va dire, pré-révolutionnaire, les 1700 et quelques, c'est le 18e siècle, globalement. Oui, moi j'avais plutôt en vague souvenir que la déforestation avait continué grosso modo jusqu'à la Révolution française et même un petit peu après. Enfin, mais du coup, par rapport à la forêt, c'était aussi ça, où il y avait l'impact de la forêt sur le climat qui de fait, hein, on n'en parle peut-être pas assez. Après, enfin, comme je le disais, Humboldt l'a pointé début 1800. Humboldt en Europe est de fait un peu moins connu, même si on a plus gardé les idées, mais on ne se rappelle pas du nom. Après, aux États-Unis, en Océanie, en Russie, enfin, grosso modo, c'est le scientifique qui a le nom du plus grand, qui a le plus grand nombre d'universités à son nom, d'universités, d'écoles à son nom dans le monde. Donc, c'est grosso modo, il était connu et c'était son message principal. Et d'ailleurs, même si c'est pas directement à cause de lui, grosso modo, la reforestation de l'Europe a commencé au courant des années 1800. Donc, je suis pas sûr. Et on a plus de forêts maintenant en Europe, en tout cas. Je ne parle pas de l'Amazonie, où sans doute aussi. Mais je veux dire, actuellement, on a quand même plus de forêts en Europe qu'il y a en siècle. Donc, je ne suis pas sûr que quand on parle justement d'une déforestation en Europe et de l'impact du coup que ça va avoir sur le climat et que c'est peut-être une des causes des problèmes de sécheresse, je ne sais pas trop sur quoi on se base, puisque de fait, au niveau européen, on a plus de forêts. Alors oui, de fait, on laboure certains terrains. Après, l'impact des forêts au niveau climatique se fait quand même à l'échelle d'un territoire et d'un territoire vaste. Je veux dire, ce n'est pas le fait d'avoir couper 2 hectares de forêt en endroit pour mettre en champ qui fait qu'il ne pleuvra plus sur ce champ-là. Donc, enfin, c'était plus une réflexion générale, là, pour le coup. Il n'y avait pas vraiment de question. Je crois que c'est clair qu'il y a plus de forêt maintenant qu'il y a 100 ans, en tout cas ici. Oui, en valeur absolue, oui. Sauf qu'on on se rend compte que les arbres ne sont plus aux bons endroits.
On a des forêts, beaucoup de pins, etc., hein, de sapins et de résineux. La forêt linéaire du bocage breton, par exemple, c'est 100 000 kilomètres de haies qui ont été abattus et c'est principalement du feuillu. Et en fait, votre régulation thermique et votre régulation du climat n'est pas identique entre les feuillus et les résineux au niveau évapotranspiration et véhicule de l'eau, en fait. Donc, on pense qu'il y a un gros dossier à ouvrir dans la compréhension du fonctionnement du cycle de l'eau grâce aux plantes, quelque part. Ok. On va continuer. Je pense que c'est aussi une question d'Arnaud, donc tant qu'on y est. Mais c'est une question super intéressante que je me posais aussi. C'est est-ce que le type de sol dans le Midwest était identique de près ou de loin au sol européen où le labour se pratique depuis bien plus longtemps, mais qui n'a pas subi de Dust Bowl? En fait, le problème du Midwest, c'est on a des sols quasi identiques à ce qu'on a chez nous, hein. C'est des limons ou des argiles plus ou moins riches avec, en fait, historiquement, on est autour de 4-5% de matière organique partout, sous la prairie des bisons, globalement. Ce qu'il y a de différent dans le Midwest, ce sont des phénomènes météo qui sont cyclés. On va dire, sur 10 ans, on aurait plutôt 5 ans de temps très sec avec des pluviométries à 350-400 mm par an, et 5 ans de temps plutôt humide avec des pluviométries à 700 mm. Et donc, c'est quand s'installe la phase climatique sèche que d'une année sur l'autre, ben, il va falloir que les cultures résistent. Or, un certain nombre de cultures ne peuvent pas résister si elles n'ont plus assez de matière organique dans le sol, puisque c'est l'humus qui fait la réserve utile. Et en fait, dans le labourage, dans le travail du sol, ce qu'on va provoquer, c'est d'abord la perte d'humus, globalement. Donc ça, c'est généralisé, ça a été vu sur l'ensemble du globe. Les Américains nous ont fait des belles courbes d'état des lieux, hein, c'est-à-dire une prairie, on la laboure et 20 ans après, elle a divisé par deux son taux d'humus. Mais quand vous divisez par deux son taux d'humus, vous divisez par 3 ou 4 sa réserve utile de ce sol-là. Et donc, vos plantes, du coup, elles sont en très grande difficulté. Il fait de plus en plus sec. On est dans le cycle météo plutôt sec. Et vous avez en plus très peu ou beaucoup moins de réserves qu'auparavant. Donc, au début, vous ne voyez pas votre climato un petit peu sèche. Mais d'année en année, de perte en perte d'humus et dans une phase climato peut-être plus prononcée voilà, qui va se mettre en place, bien, quand on a démarré le labourage, c'est fin du 19e, globalement, du Middle West, quand les Indiens ont été éradiqués, exterminés, les bisons avec. Et ensuite, la mise en culture de cette plaine s'est produite. Elle a participé à l'effort de guerre européen et finalement, 30 à 40 ans après, arrive la première grande catastrophe climatique. Et donc, ce qui est sûr pour les Américains qui se penchent sur le problème, c'est pas un problème de comment dire, c'est pas un problème comment je dirais ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai problème de pratique agricole, c'est-à-dire le travail du sol a été mis à l'index comme l'élément qui détruit la plaine. Donc, il n'y a pas d'alternative. Tout travail du sol est responsable de la dégradation de l'environnement en agriculture. Et ça, on peut le suivre quasi partout aujourd'hui. Alors après, il ne s'agit pas de pinailler, un petit peu plus, un petit peu moins, c'est pinailler. En fait, on se rend compte que tous nos outils sont des outils de destruction de la maison du sol. Et si on veut faire de l'agroécologie, c'est-à-dire s'inquiéter de l'écologie du sol, hein, de la maison du sol vivant, globalement, on va se rendre compte que c'est systématiquement un outil qui vient détruire les maisons. Et donc ça, c'est quelque chose de très, très perturbant pour nous, puisqu'on est d'une culture de travail du sol. On pense que tout va bien, mais si on regarde plus au sud de l'Europe, ben, tout a été désertifié avant nous avec les mêmes pratiques. Et donc, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Ok. Je pense qu'on peut du coup rebondir sur justement une question de David Knoden
la première, c'est plutôt une remarque qui disait que si les Amérindiens avaient travaillé le sol, il n'y en aurait plus, vu le climat tropical et humide qu'ils ont. Donc, il dit que Oui, chacun s'adapte à son milieu. Et plus loin, d'accord. voilà, donc il pose la question, il dit, n'est-ce pas le mauvais travail du sol, donc labour profond, travail sur sol humide, etc., qui est le plus grand problème. Donc, ne pas être si radical, mais sans défendre le labour à tout prix, quoi. Mais Oui, oui, je serais assez d'accord avec lui. Euh, Seulement, aujourd'hui, tous nos outils deviennent quasi problématiques. Et alors, comment on pourrait un petit peu imaginer ça? En fait, il est clair que toutes nos pratiques de labour profond, travail du sol humide, travail rapide, etc., sont quand même très problématiques. Et le débat, en fait, on le comprend quand on revient au travail d'Olivier de Serres avec sa rotation sur 3 ans. Olivier de Serres, quand il va arriver dans les années 1580 à peu près, au niveau avec comment il s'appelle Henri IV en France, où il va mettre en route cette grande politique agricole. Il va partir de la jachère du Moyen Âge, qui est un système agricole qui est à bout. Donc le Moyen Âge termine en France, tout du moins, dans une crise majeure. C'est blé, seigle, jachère nue, travailler à l'arrière, etc. pour essayer de... Alors on pense que ça va reposer le sol et capter l'eau et la pluie et emmagasiner ça dans le sol. Et ensuite, on recommence un système de céréales. Et donc, cette monoculture de céréales sur sol travaillé, elle va engranger un problème majeur au niveau social, c'est-à-dire la famine et la misère. Et la poule au pot tous les dimanches, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la place du sol nu, de cette jachère travaillée, Olivier de Serres, il va installer une prairie temporaire à base de légumineuses, c'est-à-dire une prairie artificielle. Donc, il va la faire durer 3 ans et il va dire ce sont des trèfles, des luzernes, et ces trèfles et ces luzernes vont donner de la protéine aux animaux de façon à ce que vous puissiez produire de la viande. Et cette viande, c'est la poule au pot tous les dimanches, c'est-à-dire c'est produire de la viande, c'est s'enrichir et c'est mieux se nourrir. Alors, c'est assez visionnaire et extraordinaire. Donc, que fait Olivier de Serres? En fait, il va, sur la jachère nue et travaillée, il va positionner un écosystème cultivé qui s'appelle une prairie, c'est-à-dire toujours couvert, jamais travaillé, une légumineuse plante pionnière qui est en fait une plante qui va régénérer la fertilité organobiologique du sol. Et ensuite, il va bénéficier de cette fertilité organobiologique en détruisant la prairie. Donc, comme il n'a pas de glyphosate ou de désherbant, il va faire ça avec des outils. Donc, premier outil, il va détruire la prairie avec une araire et des houes et des binettes, et il va cultiver une plante sarclée, c'est-à-dire des légumes, des betteraves, des patates, etc., c'est-à-dire de la nutrition humaine. Et ça, c'est une culture rapide qui dure 4 à 5 mois. Donc, cette plante sarclée, elle a un défaut. Au printemps, elle va lever la dormance de toutes les adventices du printemps, mais c'est la plante sarclée qui gagne, puisque la dormance n'arrivera que la deuxième année. Et il le sait parfaitement. Donc, après la plante sarclée, il récolte, il retravaille, il sème du blé. Donc là, maintenant, il a un deuxième travail du sol, il lève la dormance de toutes les adventices d'automne. Donc, il est coincé au printemps et à l'automne. Et quand il va récolter le blé, il va faire un dernier truc. Il va semer du seigle. Donc, il va garder les deux céréales qu'il avait à disposition du vieux système et il va lever la dormance en plein été et il va donner ce seigle à pâturer aux animaux tout l'automne-hiver comme un couvert végétal, producteur de fourrage, et les agriculteurs vont mener cette céréale, on va dire, à graines pour la moissonner et faire les toits, etc. Et tous les produits à base de paille de seigle et les chaumes. Et globalement, après cette récolte de seigle, il va ressemer une prairie temporaire parce que maintenant, il est coincé. S'il revient à l'automne, il a toutes les mauvaises herbes d'automne, donc il n'aura plus de blé. S'il revient au printemps, il aura toutes les mauvaises herbes du printemps, il n'aura pas de plantes sarclées. Et s'il revient en été, il aura toutes les mauvaises herbes d'été, il n'y arrivera pas non plus. Donc, il va ressemer une prairie qui est l'outil de désherbage qui se met en place pour préparer un nouveau cycle triennal. Et donc, ça fait globalement une rotation sur 6 ans. 3 ans de culture, hein, ou 2 et demi réellement, et puis 3 ans de prairie pour retaper le système. Et donc, on découvre que quand on analyse
la rotation d'Olivier de Serres de cette époque-là, qui va sortir la France de la misère, qui va enrichir les paysans, la poule au pot tous les dimanches, qui va conditionner la production alimentaire et la production de viande. On se rend compte que c'est copier la nature qui va gagner la bataille. C'est toujours couvert, jamais travaillé, avec une plante qui couvre le sol et qui le restructure, autonome en azote, ça s'appelle une légumineuse. Et là, tu dis, OK, il avait tout compris. Pour restaurer le sol, il faut arrêter de le travailler et le restaurer avec une couverture végétale permanente. Et là, tu dis, waouh, ça c'est brillantissime. Et c'est ce que, en fait, nous n'avons pas compris avec nos outils modernes. Et on a perdu ce savoir-là. Ok, mais j'ai pas tout saisi personnellement. Donc, lui, les autres années, enfin, hors la prairie temporaire, il faisait du semi-direct en quelque sorte, alors, où il travaillait quand même Non, non, avant les il céréales. a travaillé le sol avec une araire et des Ok. binettes, etc., parce qu'il n'avait pas le choix. Hein. C'est, voilà, il était dans sa culture mécanique européenne, globalement. Hein. Mhm. Mais ça fait rien, il sait que chaque fois qu'il travaille le sol, il va avoir des ennuis. Donc, il revient avec une plante qui restaure la fertilité organobiologique du système, qui s'appelle une prairie de légumineuses. Ok, ouais. On a justement eu, pendant que tu parlais, une question de Else qui nous dit ben, peut-on dire que nos fermes mixtes ici dans la région du sud de la Belgique, avec 60-70 prairies, 70% de prairies permanentes, sont un modèle durable? Après, là, on est plus sur une majorité de prairies permanentes plutôt que temporaires, mais ouais. Mais la réponse est oui. Aujourd'hui, on se rend compte que comment dire, les prairies sont un système très, très, très intéressant dans leur cycle de durabilité. Elles copient la nature assez bien. On peut les mettre en culture sans les détruire. Donc, elles peuvent être relativement productives. Et le problème de la prairie, c'est que ça appelle l'élevage de ruminants. Et aujourd'hui, on est dans une crise qui dépend pas tellement de l'agriculteur, elle dépend de la société. Le consommateur, il voudrait manger que du lait de soja ou du lait d'amande et puis ou des céréales et des légumes et pas de viande. Donc on se rend compte que la crise, elle va venir du consommateur lui-même, mais globalement, plus vous avez d'herbage, plus vous avez de haies, de bois, etc., plus vous avez de l'agroforesterie et plus vous avez d'animaux correctement menée sur ces pâturages-là, plus votre agriculture est durable. Et aujourd'hui, quand on enquête un petit peu sur les agricultures qui polluent le moins, c'est systématiquement chez les éleveurs qu'on a le moins de pollution. Et c'est un vrai paradoxe. Hein. Les éleveurs de bovins ruminants ou de ruminants tout court qui cultivent des fourragères, ils ont les sols plutôt énormément couverts, ils ont beaucoup d'herbage, ils vont travailler sur des fourragères à haute productivité qui sont des plantes géantes, etc. Et donc des choses qui sont globalement peu polluantes par rapport à l'ensemble de l'agriculture. Et aujourd'hui, on pourrait oser l'hypothèse que c'est le travail du sol, le responsable numéro un de la pollution agricole. Et nous, on voit bien que chaque fois qu'on détruit un élevage de ruminants, eh bien, on va travailler les prairies, on va les labourer, et puis il va y avoir de l'érosion très, très vite derrière. En parlant de détruire une prairie, tu as dit on peut les mettre en culture sans les détruire, ou j'ai mal entendu? On pourrait les mettre en culture sans les détruire, mais ça veut dire les fertiliser, les rendre un petit peu plus productives, les gérer différemment. On est dans la gestion, c'est-à-dire on est dans cultiver de l'herbe réellement. Ah, pas remettre une autre culture. Non, non, Ok. non, non, non. Si on peut aujourd'hui faire des sursemis, mais il faut Hmm. toujours se poser la question si c'est intéressant hein, globalement. Je sais faire du semi-direct dans des prairies, mais la question, est-ce que la prairie s'y prête? Oui, non. Est-ce que c'est intéressant? Oui, non. Et ça va être dans le projet de l'agriculteur, globalement. Ok. Je remonte un peu plus haut. Donc, je crois qu'on était, quand tu passais sur les 1000 pas, etc. Euh, oui, Arnaud de nouveau demandait si les caractéristiques actuelles du maïs correspondaient à celles du maïs, entre guillemets, enfin de l'ancêtre du maïs qu'il y avait là-bas lors de la découverte des Amériques. Non, 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 absolument pas. Nous, on a un maïs qui est moderne, qui est un hybride, qui a été sélectionné pour sa haute productivité. Donc ça a bien marché.
Par contre, ce n'est pas forcément un maïs qui sait se bagarrer comme un maïs population, par exemple. Quand on reprend ces vieilles lignées de maïs, on appelle ça des maïs population, on peut les resélectionner n'importe où sur le globe et elles vont se réadapter au pédoclimat local. Actuellement, avec un agriculteur, je sélectionne un maïs à se réadapter, à être semé directement dans un sol qui est pauvre, qui est calcaire, où il n'y a pas beaucoup d'eau et où comment dire, on a un problème de mauvaises herbes, puisqu'on ne sait pas trop désherber, on est en agriculture biologique. Eh bien, au bout de 5 ans, nous avons des pieds de maïs resélectionnés dans ces conditions-là, à partir de ces lignées sauvages qui commencent à pousser de mieux en mieux. J'ai une base génétique adaptée, si vous voulez. Et donc, nos hybrides modernes ne savent pas faire ça. Donc, on revient avec ces maïs populations qui sont des lignées anciennes, qu'on réadapte, qui ont cette faculté réadaptative qui est colossale. Et là, on est assez surpris de la malléabilité du génome du maïs et de sa capacité productive quelque part. Oui, oui. Mais on est d'accord, c'est compliqué de se fournir en semences maïs population, c'est limite illégal, vu que ce n'est pas des semences inscrites dans les catalogues, etc. Non, c'est légal si ça circule d'agriculteur à agriculteur. Oui, ça doit être un don, c'est ça, ouais. C'est un don, voilà, il y a pas de souci. Si vous en faites du commerce, c'est illégal, voilà. Et globalement, nous, c'est pas le commerce qui nous intéressait, c'était l'autonomie du système agricole de l'agriculteur. Et là, en Bretagne, j'ai quelques agriculteurs qui ont ce genre de pratique en place où ces maïs-là produisent 85 quintaux, quand le maïs hybride en produirait 110 chez lui. Donc, on a 25 quintaux d'écart. Bon, ça ne vaut pas le coup d'acheter le maïs hybride, globalement. On est mieux avec ce qu'on a sélectionné sur place. Ok, ouais. Parce que c'est vrai que j'ai entendu des agriculteurs qui auraient été intéressés par tester ici. Mais par exemple, moi, je ne sais pas trop comment m'en procurer. Donc, si ce n'est Bon, trouver des ben, agriculteurs proches de la Belgique qui en si je font. viens vous voir, je vous en amènerai quelques kilos. Ah, Et, super. et après, par contre, il y a une phase de... Il faut jardiner, c'est-à-dire c'est sur 20 ou 30 mètres carrés, il faut créer une pépinière et les trier, les semer et les trier tout le temps. Et à un moment donné, au bout de 4-5 ans, tu vas avoir une très belle base génétique adaptée à ton pédoclimat. Et donc, partant de là, tu peux faire un demi-hectare. Et une fois que tu as fait ton demi-hectare, tu peux semer toute ta ferme. Donc, il y a 5-6 ans de travail pour obtenir une lignée locale adaptée. Et on peut prendre n'importe quel maïs population, ce n'est pas très grave, globalement. Ok, ouais. La surprise, elle est toujours la première année. Ça va. Ben, on a Philippe Delfos qui voudrait ajouter quelque chose à ton discours par rapport au Oui, oui, cycle oui. des nutriments. Et si tu veux prendre la parole, Philippe. Merci. Merci Maxime. Bonsoir Conrad. Alors, Bonsoir. pour répondre déjà à la dernière question sur les semences des plantes, il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a le CGR, qui est le groupe international sur la recherche agricole, qui détient presque la totalité du germplasme, donc c'est-à-dire l'ensemble des semences des plantes cultivées, que ce soit le maïs, le blé, l'orge, le mil, le sorgho, les légumineuses. Et ce groupe a le devoir de transmettre ces semences à qui les demande. D'accord. Peut-être des frais à payer en termes de transport ou de transfert, et le devoir de vous transmettre ces semences. Ils sont payés par tous nos gouvernements. J'ai travaillé pour eux pendant une douzaine d'années. Donc, nous avons distribué des semences comme ça à des petits agriculteurs dans les tropiques, mais ils doivent vous les remettre si vous avez des demandes spécifiques. Tout Okay. le monde a accès à ce germplasme. Donc ça me plaît beaucoup parce que souvent on a du mal à accéder à des génétiques un petit peu plus anciennes ou particulières et qui nous aideraient aujourd'hui. Oui, par exemple, pour le blé, un des facteurs très intéressants à étudier, ce serait de comprendre pourquoi les variétés de blé modernes sont adaptées aux nitrates. Oui. Les variétés de blé anciennes d'avant la guerre préféraient l'ammonium. Oui.
il y aura des expérimentations très intéressantes à faire à ce sujet. Et il faut puiser dans les classes anciens. Ouais, ben ça nous intéresse beaucoup parce que Et si vous avez globalement, des problèmes pour vous approvisionner, je peux éventuellement trouver les personnes à contacter pour le blé, en tout cas, ou les plantes tropicales telles que le sorgho et le mil. donc je récupérerai ça. Je vous passerai un mail. Quand la machine de développement sera prête, je vous passe un mail. Je mettrai mon email dans le chat, comme ça vous aurez mon contact direct. Parfait. Ce que je voulais vous dire comme commentaire général, c'est que je souscris entièrement à votre discours de ce soir et je vais y rajouter des choses qui sont encore un peu moins amusantes. C'est tout ce qui est cycle des nutriments. Alors, on a parlé du carbone, on a parlé de la résilience des sols, de la microbiologie du sol et même de la macrobiologie du sol. C'est vrai que tout système qui est perturbé, que ce soit une coupe rase dans une forêt, que ce soit le labour d'une prairie, vous perturbez fortement tout ce qui est microbiologie et macrobiologie du sol. C'est dramatique, c'est un changement dramatique. Et restaurer la composition microbienne d'un sol qui a été perturbé de la sorte, ça prend du temps. Donc, je souscris tout à fait à votre proposition d'une agroécologie et je voudrais rajouter à ça le cycle des nutriments. Vous avez parlé de la distance entre la ville et la campagne productrice et la ville consommatrice. En fait, moi, j'ai étudié ça plus à l'échelle planétaire et je suis beaucoup plus alarmé, dans le sens où on a des exportations phénoménales, que ce soit les ananas, le café, le thé, le soja en quantité monstrueuse, qui sont exportés de terres agricoles fragiles, tropicales, soumises à des érosions faciles, et on exporte tout ça, on importe tout ça vers nos pays riches, où on consomme et on renvoie tous ces nutriments vers les centrales d'épuration quand il y en a, avec un peu de récupération de bouts de centrales d'épuration quand il y en a, mais 86% du phosphore se retrouve dans les océans, l'image que vous avez montrée avec l'érosion des sols. C'est la même chose pour l'azote, qui est fabriqué de manière avec le procédé Haber-Bosch pour le rendre réactif. Et ça produit 2 à 6 tonnes de CO2 par tonne d'ammoniac synthétisé. Et ça coûte environ 2 tonnes, 1 à 2 tonnes équivalent. Donc c'est une consommation monstrueuse. Et aujourd'hui, c'est du gaz naturel qui est utilisé pour ça. Et cet azote synthétique permet de faire vivre la moitié de la population mondiale. Sans cet azote réactif, aujourd'hui, la moitié de la population mondiale va par manque de protéines. Donc, c'est des déséquilibres alimentaires et en plus de forts déséquilibres énergétiques. Alors, si on regarde au niveau du phosphore et de l'azote et même du potassium, l'Europe est quasi 100% dépendante. Le phosphore se retrouve à 70% au Maroc. Donc, vous avez le Maroc, un pays unique qui détient 70%, 70% du phosphore planétaire. Et ce phosphore, je vous dis, on le tire avec la chasse, on l'envoie dans l'océan. L'azote est synthétisé aujourd'hui à partir du gaz naturel. C'est le triangle Iran, Qatar, Russie qui détient ce gaz naturel. Donc, c'est la voie la plus propre que nous avons pour former cet azote réactif aujourd'hui. Et les réserves de gaz naturel sont aussi en chute libre. La potasse, le scénario est un peu moins dramatique, mais on parle quand même de quelques centaines d'années et puis on sera à court. Donc, recycler, fermer les cycles de ces nutriments est devenu un besoin essentiel. Donc, non seulement un sol stabilisé, un sol qu'on évite de perturber, est un sol qui va retenir en effet ces éléments nutritifs, mais si on veut continuer à nourrir la population actuelle et future, il faut aussi recycler ces nutriments et changer nos systèmes je dirais, de prédateurs sur la planète, qui est de prélever, consommer, jeter. Il faut arrêter. Et en discutant avec mes amis agriculteurs, en fait, on s'est rendu compte que la biométhanisation peut être une des solutions, c'est-à-dire une solution participative à cette fermeture des boucles. Il ne faut pas la regarder comme une productrice d'énergie, avec une production de plantes énergétiques juste pour produire de l'énergie, c'est un non-sens. Par contre, mettre une biométhanisation en place à la ferme pour récupérer ces nutriments
et un petit peu d'énergie pour permettre une autonomie sur cette ferme, ça c'est un cycle tout à fait raisonnable. Et on a étudié également les aspects fertilisation à base de digestat et on s'est rendu compte qu'on protégeait les nappes phréatiques avec ce digestat parce qu'il ne contient que de l'ammonium, c'est-à-dire une forme chargée positivement d'azote qui va être retenue par le sol par cet effet buvard dont vous parliez, Conrad. Et également, il apporte du carbone organique stabilisé qui va contribuer à l'humus. Et on se rend compte qu'après, on a fait des expériences avec une doctorante, après une saison complète, en fait, plus de 68%, je crois, de mémoire, du carbone apporté par le digestat est toujours stable et stocké dans les sols. On apporte cet effet buvard qui permet à la fois de retenir l'eau, mais également de retenir les éléments nutritifs. Et un aspect encore très intéressant, c'est que cet ammonium est un stimulateur de la croissance racinaire. Le principe que ces légumineuses qui fixent l'azote de l'air dans les systèmes dont Conrad a parlé, on aura de l'azote sous forme organique, donc des radicaux amines, NH2, qui progressivement vont être dégradés par les microbes pour former également de l'azote ammonium. Et cet ammonium va stimuler la croissance racinaire. Donc vous avez des plantes qui ont un système racinaire extrêmement fort et diffus, capable de mieux résister à des phénomènes de sécheresse et capable d'aller chercher les éléments nutritifs assez loin dans le sol pour les rendre plus résistantes également aux agents pathogènes. Et là, je suppose que je peux faire une belle introduction au chapitre suivant sur les pesticides, parce qu'une plante saine est une plante qui est couverte de microbes. Ces microbes ont un effet positif. Elles protègent contre les microbes pathogènes, un peu comme notre peau qui est couverte de bactéries lactiques et de tout un tas de choses, qui nous protègent, qui participent à notre cuirasse contre les attaques d'agents pathogènes. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses dont on peut parler. Le déséquilibre entre l'élevage et l'agriculture, c'est phénoménal. Donc, ce n'est pas seulement les tropiques qui exportent vers les pays riches, mais c'est également les céréaliers, les grands producteurs de végétaux qui exportent leur matière avec les minéraux vers les productions intensives animales. Et je n'ai pas encore vu de pipeline pour ramener ce fumier, ce lisier vers la Beauce ou la Champagne, ou entre l'ouest et l'est de l'Angleterre, ou entre la Flandre et la Wallonie. C'est bien dommage, mais je pense que ce serait des investissements intéressants à faire. Très intéressant en tout cas. On pourrait même faire une prochaine conférence avec vous comme orateur. Voilà. Si Conrad veut réagir. La réaction, on est en train de dépatouiller tout ce dossier-là pour les agriculteurs français. Je vois sur l'ammonium, je souscris à 100%, c'est-à-dire que l'engrais de l'avenir, c'est l'ammonium. L'ammonium est naturellement produit par le système biologique. Enfin bon, on est très, très, très malheureux quand on regarde l'agriculture, on va dire, de la révolution verte et comment dire, ce déséquilibre énorme sur les minéraux. C'est aujourd'hui la grande question, si on voulait installer notre cycle de durabilité entre la ville et la campagne, c'est bien la question du phosphore qu'il faut se poser. Tout de suite, rapidement, il y a urgence, puisque dans 10 ans, ce sera un facteur de guerre, le phosphore. Il pourrait provoquer des crises bien supérieures à tout ce qu'on a connu, parce que ça va être un outil disons, un facteur limitant important. Donc aujourd'hui, je pense que en fait, personne n'a pris la mesure puisqu'on ne réfléchit pas avec notre bon modèle. Le cycle, c'est vraiment lui qui nous enseigne qu'on a fait des erreurs et puis que ces erreurs, on doit les corriger. Mais aujourd'hui, on s'est mis à la course et moi, je souscris à 100% de ce que nous a dit Philippe. On est vraiment dans le même métier, mais c'est très, très compliqué de changer des pratiques où tous nos lobbies issus de la Révolution verte ne comprennent pas ça, globalement. Non, mais à force de discuter, je vais citer une anecdote. En fait, je discutais avec un commercial de chez Yara, qui est le plus gros producteur d'engrais azotés au monde. Et il y a une dizaine d'années, après une réflexion avec Jean Kessler, que vous avez sans doute rencontré, qui me disait, écoute, je fais de la biométhanisation, j'aurais vraiment plus qu'assez pour fertiliser mes champs, mais je ne peux pas parce qu'il y a une directive nitrate qui m'empêche de dépasser une source d'azote organique. Et donc, même
si l'azote ammoniacal est un azote minéral, il est considéré comme d'origine organique. Et donc, je discutais de ça avec ce commercial en lui disant, mais écoutez, la synthèse des engrais au niveau mondial, c'est 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et le nitrate, pour moi, c'est une aberration chimique. En fait, c'est aussi une arme de guerre. Hein. C'était le nitrate, Oui. une arme de guerre. Et on ne savait pas quoi faire de nos usines Haber-Bosch après la guerre. Et donc, on a refourgué ça à celui qui était le plus gros consommateur, puisqu'il y avait beaucoup de terre pour épandre, le pauvre agriculteur. C'est un peu comme ça que le nitrate d'ammonium est arrivé en agriculture. Alors, ce commercial me disait, mais non, tu es fou, les plantes, elles préfèrent le nitrate, on est sûr de ça, c'est écrit dans tous les manuels scolaires et d'université. Je dis, en effet, c'est ce qu'on m'a appris à l'université. Les plantes n'assimilent que le nitrate. Et si elles veulent assimiler l'ammonium, il faut qu'il y ait des bactéries dans le sol, l'oxyde et le convertissent en nitrate pour qu'il puisse être assimilé. Parce qu'au moment où on sortait la directive nitrate, il y a un monsieur qui s'appelle Arnold Bloom aux États-Unis qui étudiait l'absorption de l'azote par la racine de la plante et il se rend compte que ce n'est pas ça du tout. C'est l'ammonium que préfère la plante. Bah, en effet, elle n'a jamais poussé qu'en présence d'ammonium ou d'urée ou d'acide aminé. Elle n'a quasi jamais rencontré de nitrate, donc qu'est-ce qu'elle en a à faire? Et c'est d'ailleurs pour ça que le nitrate n'est pas utilisé. Hein. Si vous faites le bilan de l'azote polluant les nappes phréatiques, c'est-à-dire la quantité de nitrate qui descend vers les nappes, eh ben, c'est le nitrate qui vient du nitrate d'ammonium. Ce n'est pas le nitrate qui vient de la conversion de l'ammonium en nitrate dans les sols, parce qu'en général, ça se fait à plus de 10 degrés, c'est-à-dire quand les plantes sont présentes et qu'elles poussent et qu'elles sont capables de capter cet ammonium. Et on pestiférie l'agriculture comme ça pour un tas de sujets. Hein. On critique l'élevage comme étant le principal émetteur de méthane. Alors, on dit, depuis 2008, c'est catastrophique, la quantité de méthane dans l'atmosphère est montée de manière linéaire. Alors, depuis 2008, vous pouvez vous poser la question, est-ce que les cheptels bovins, ovins et autres camélidés ont augmenté? Non. On regarde les chiffres de la FAO, c'est assez stable, on ne voit pas vraiment de grosse raison à ça. Par contre, si vous regardez les émissions de méthane au niveau planétaire, en surface, vous allez déceler un peu quand même pas mal d'émissions au niveau du permafrost, beaucoup d'émissions au niveau triangle Iran, Qatar, Russie, c'est-à-dire les producteurs de gaz naturel, et ce sont les fuites de ces gisements. Puis vous avez un point, mais hyper rouge et lumineux en Argentine, qui apparemment doit être un vieux puits de pétrole ou un vieux puits gazier qui est très mal entretenu et qui est une trouée dans l'écorce terrestre et qui envoie tout ce méthane dans l'atmosphère. Et puis, vous avez le shale gas. Et 2008, c'est l'avènement du shale gas, donc le gaz de schiste. Alors, le gaz de schiste, ce n'est pas quelque chose de propre, hein, c'est plein de fissures, ça s'échappe partout. Et donc, ce n'est pas l'agriculture, les maîtrises de méthane, c'est plus que probablement toujours l'exploitation des énergies fossiles. Ouais, en tout cas, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Hein. Mais on garde ça peut-être pour une prochaine. Oui, vas-y. Je rejoins l'analyse sur le méthane. On fait exactement la même analyse avec le Covid. Début de l'année dernière, en fait, on se rend compte que avec la très forte récession économique, globalement, les ventes de gaz et de pétrole, elles baissent. Et finalement, quand on regarde, le taux de méthane est relativement stable. Donc, finalement, ce n'est pas les vaches, puisqu'il y en a toujours autant. Et on se rend compte que les satellites qui ont été envoyés dans l'atmosphère nous font des zooms sur les émissions de méthane. Et elles sont toutes sans exception dans les champs pétroliers et dans les systèmes à gaz de schiste, etc., aux États-Unis ou ailleurs. Et là, c'est gravissime, puisque de toute façon, on est devant un non-sens, c'est-à-dire on va mettre sur le dos des vaches la responsabilité du changement climatique, alors que on sait bien que c'est une grande fumisterie de l'industrie du fossile quelque part. Mais ça passe toujours à côté. Tu te dis, tiens, c'est bizarre, comment se fait-il que nos médias ne soient pas plus exigeants intellectuellement que ça, que le premier baratin qu'on leur raconte? Moi, je suis toujours assez surpris de ça.